L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, si on parlait d'une discipline qui commence à sortir du bois, d'une plante aux multiples vertus et d'un amoureux des oiseaux qui a consacré sa vie à voler à leur côté. Et pour parler de ces sujets, je reçois Sylvain Contremoulin et Pierre-Henri Vernet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Les heureux propriétaires des Haches de Grenoble, un nouveau lieu de loisirs sur l'agglomération. Vous êtes venus d'ailleurs armés sur ce plateau. Moi, je suis aussi armé, donc attention, on en discutera tout à l'heure de nos forces en présence. Avec nous également Christian Moulec. Bonjour Christian. Bonjour. Homme-oiseau, je ne sais pas si le qualificatif vous va. Oui, absolument. Bon, on le revendique alors. Ça fait une vingtaine d'années que vous volez littéralement avec des oiseaux. C'est une aventure qui a commencé comment ? Alors moi, je n'étais pas pilote de quoi que ce soit, mais j'étais passionné par les oiseaux depuis toujours, depuis mon enfance. Et investi dans différentes associations de protection des oiseaux, la LPO notamment. Très jeune, je me suis initié à la découverte de toute la vie faune qu'il y avait autour de chez moi. Et j'ai lu un article sur la disparition d'une espèce, la plus petite espèce d'oie d'Europe. Et j'ai décidé d'agir pour essayer de la réintroduire il y a une vingtaine d'années en Scandinavie. Et de là, vous vous êtes mis en tête de montrer le chemin de la migration à ces oies en les accompagnant dans l'air. Hein. Absolument. Les oies sont des oiseaux migrateurs qui n'ont pas l'instinct de l'immigration, qui découvrent avec leurs parents les voies traditionnelles de migration et les sites traditionnels d'hivernage. Pour pouvoir réimplanter de nouvelles oies naines en Scandinavie, il fallait que je puisse élever de très jeunes oiseaux, qu'ils me considèrent comme le parent, qu'ils me suivent et qu'ils mémorisent avec moi un nouvel itinéraire qu'ils reproduisent maintenant tous les ans et qu'ils enseignent maintenant à leurs propres jeunes. Ça paraît assez fou comme projet, quand on le décrit comme ça, de faire croire qu'on est le papa de jeunes oies et faire en sorte qu'elles vous suivent dans le ciel. Et pourtant, ça a fonctionné. Alors, on m'a découragé au départ, bien sûr. On m'a dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire là ? Alors, je suis tellement passionné par la nature et les oiseaux, et surtout par toute la disparition de toute la biodiversité de plus en plus rapide. C'est très inquiétant. Je me suis dit, il faut que moi, j'essaye de faire quelque chose. Et j'ai décidé d'agir pour les oies naines, parce que j'avais déjà un frère qui pratiquait le deltaplane. Je me suis dit, écoute, initie-moi deltaplane. Je vais m'autoriser ensuite mon deltaplane et je vais traverser toute l'Europe avec des oies naines pour leur enseigner un nouveau chemin. Et complètement entêté par cette idée-là, ça a fonctionné, bien sûr, mais une dépense énorme d'énergie et puis des doutes tout le temps. Et puis cette histoire a commencé à passionner un peu le grand public et on verra quelque chose bientôt. Et de fil en aiguille, effectivement, il y a un film qui raconte votre vie, mais avant ça, ce sont des images assez extraordinaires que maintenant vous faites. Alors, je ne vais pas dire de façon habituelle, mais la technique aujourd'hui pour voler avec vos oies, notamment, vous la maîtrisez. Hein. Oui, ça fait 24 ans que je vole avec une quinzaine d'espèces d'oiseaux différentes. Hein. Et j'ai beaucoup d'heures de vol maintenant, quoi. J'ai des milliers d'heures de vol. Donc toujours sur ce petit ULM là qu'on voit en image. Je n'ai toujours volé qu'avec des oiseaux. Donc je tourne autour d'une montgolfière aussi pour proposer un spectacle aux gens qui veulent participer à un spectacle étonnant, en tout cas avec des oiseaux, toujours à mes contacts. Et je partage ainsi ma passion. C'est une chance pour quelqu'un de passionné de pouvoir faire partager sa passion. C'est presque devenu une drogue et c'est obligatoire en ce qui me concerne. Il faut combien de temps pour arriver à faire en sorte que des oies sauvages vous suivent comme ça, alors, les yeux fermés? Sur le principe, c'est pas compliqué, mais dans la réalité, c'est très compliqué parce qu'il faut être en présence presque 24 heures sur 24 avec les oiseaux. Et il faut vraiment être passionné pour pouvoir y consacrer autant de temps. Mais ensuite, vous voyez les paysages qu'on survole. Et les paysages aériens sont toujours splendides, et surtout ici, dans les Alpes. Mais avoir toujours un oiseau au premier plan qui vous regarde dans les yeux, parfois à 3000 mètres d'altitude, ça vous change complètement. Alors vous voilà au-dessus du Mont-Saint-Michel, donc oui. À la limite entre la Bretagne et la Normandie. Oui. Là, ça va être du côté de chez vous. Vous êtes basé dans le Cantal. Dans le Cantal, sur l'aérodrome de Coltine-Saint-Flour.
Vous communiquez avec elle. On vous voit sur des baptêmes avec le grand public. On peut pratiquement les toucher en vol. Oui, bien sûr, les passagers peuvent les caresser en vol. On ne revient pas complètement indifférent d'une telle expérience. Hein. Et j'en profite pour communiquer des informations sur la biologie des oiseaux qui volent avec nous, sur ce que chacun pourrait faire pour essayer de les protéger. Et donc... oui. Ça paraît complètement incroyable de pouvoir approcher d'aussi près des oiseaux sauvages. C'est pas craintif, une oie? Alors, toutes les espèces sauvages sont craintives parce que dans la nature, elles rencontrent des tas d'obstacles liés aux activités humaines le plus souvent. Ça, c'est malheureux parce que j'ai vécu dans des endroits où il n'y a pas d'êtres humains et vous vous approchez les oiseaux à quelques centimètres là où ils ne connaissent pas l'humain. Et moi, ça me frustre, ça. J'ai besoin de me promener dans la nature avec une très riche biodiversité. Et je suis malheureux de voir que cette biodiversité disparaît. En 30 ans, l'Europe a perdu un tiers de ses populations d'oiseaux à cause de la politique agricole productiviste, hein, qui encourage toujours plus les pesticides et qu'il est difficile de changer. Hein. On est verrouillé par les traités de libre-échange et ça, c'est très difficile pour l'individu de pouvoir agir là-dessus. En tout cas, vous, à votre niveau, vous agissez. Ce sont des images qui ont fait le tour du monde hein, depuis quelques années. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays qui n'ait pas vu vos oies en train de voler comme ça avec vous. Il y a quantité de pays que je n'aime pas survoler avec mes oiseaux. J'en ai fait beaucoup, hein, sur presque tous les continents, et jusqu'en Chine. Et j'ai eu la chance de pouvoir témoigner en Chine devant une télévision. Il y avait peut-être 800 millions de téléspectateurs et j'ai parlé de protection de la nature en Chine. Et ça, c'était impressionnant pour moi. Et puis on le voit sur ces images, il n'y a pas que les oies. Vous l'avez dit, il y a plusieurs espèces. Différentes espèces. Qui sont capables comme ça de s'apprivoiser et de rentrer en cohésion avec l'homme. Vous arrivez à leur parler, vous communiquez avec elles? Oui. Et j'ai toujours eu des oiseaux avec moi et à vivre avec eux, on reconnaît un petit peu ce qu'ils veulent nous signifier. Et j'arrive à imiter, je ne vais pas le faire ici, mais imiter des tas de cris d'oiseaux qui les préviennent de ce qu'on va faire. Ils peuvent comme ça échanger avec vous. Alors je les appelle en vol, je les appelle en permanence. C'est très, très important. Vous avez une vie incroyable, inédite, insolite. Et évidemment, une histoire comme celle-là, ça pouvait qu'inspirer un réalisateur de cinéma. Vous avez un film qui va sortir, qui retrace votre vie. Ça, c'est la classe quand même, d'avoir un film à soi. Et c'est Nicolas Vanier. Nicolas Vanier, un amoureux aussi de la biodiversité. Hein, absolument. Qui s'est lancé sur ce projet. Absolument. Avec vous. Donc, il est venu aussi voler avec mes oiseaux. Il était important qu'il comprenne ce que c'est que ce qu'on ressent en volant avec les oiseaux. Et on a travaillé pendant plus d'1 an, 2 ans, hein, sur ce film. Alors, j'ai participé à quelques avant-premières, même ici à Grenoble, pour la première fois avec un public. Et je dois dire que le public est vraiment touché, sensibilisé. Et moi, c'est mon moteur, quoi. Et il y a même eu, sur quelques avant-premières, des standing ovations. Ça c'est bouleversant. Ouais, c'est un film très touchant. Ça s'appelle « Donne-moi des ailes ». Et c'est Jean-Paul Rouve qui joue votre rôle à l'écran. Je vous propose de regarder un petit extrait. Elle est où mon vase bleu? Ah, cassé. Ah mince. Tu veux un coca ou autre chose? Et le wifi ici? Ah non, j'ai dû virer la box. Quoi? Parce que les ondes, c'est mauvais pour les œufs, donc... Les œufs? Oui. Mais si vous voulez téléphoner, vous pouvez aller en haut de la tour d'observation. Là, t'as du réseau. Enfin, parfois. Fais chier. Hé Thomas. Ah, tu vas voir, hein, ça fait 14 ans. Ouais, bah écoute, ça grandit, hein. Alors, c'est quoi cette robe? Bah ça, c'est une robe de bure. Je vous explique. Quand les oies vont naître, il faut qu'elles me reconnaissent immédiatement. Mais surtout, il faut pas qu'elles me prennent pour un être humain. Parce qu'il faut qu'elles se méfient des autres êtres humains. Et grâce à ça, elles vont avoir confiance en moi. Je serai un peu leur père. Donc, en fait, avec cette robe-là, elles vont te prendre pour leur papa. Hein, c'est ça, leur papa oie. C'est le but, en tout cas. Mais vous élevez des oies? Tu peux me dire tu, hein. Vas-y, je t'en prie. Oui, j'élève des oies sauvages. C'est une espèce en voie de disparition. Et c'est ce que vous regardiez sur... ce que tu regardes... Pardon. Tu vois, je te fais la même. Ce que tu regardais sur la carte, j'étudie en fait un nouvel itinéraire migratoire qui est moins dangereux. Mais évidemment, pour
Pour qu'elles le suivent, il faut que je leur montre la route. Et comment on fait pour montrer le chemin à une oie? On vole. Voyons, beaucoup d'incrédulité, on voit dans le regard de Mélanie Douté, qui joue dans le film votre ex-femme. Vos proches étaient sceptiques aussi à l'époque, quand vous leur expliquiez le projet. On vient de voir du cinéma, mais c'est une scène, j'imagine, que vous avez vécue. Ah oui, c'est du vécu. Alors, dans ce film, il y a énormément de scènes que j'ai vécues, que nous avons vécues, en famille aussi. Et alors, le jeu des acteurs est excellent, bien sûr. Et en voyant ce film monté, finalisé, je ressens tout ce que j'ai pu vivre. Et quand on l'a vu avec ma femme, ça nous touche énormément, quoi. L'habit de Bure, pourquoi ? Ah oui, c'est exactement la même tenue qu'on a utilisée, une tenue qui brise la silhouette humaine. Parce que dans la nature, pour une espèce sauvage, une silhouette humaine, c'est un danger. Alors, il fallait une tenue qu'on ne voit pas les bras, les jambes. Et on a même enseigné à nos oiseaux à avoir peur de la silhouette d'un être humain qui porte un fusil. C'est préférable, effectivement. C'est un bon conseil. Dans le film, Jean-Paul Rouve fait écouter à des œufs des enregistrements de tondeuses à gazon pour les habituer au futur bruit de l'ULM. Ça aussi, oui, c'est du un bruit de moteur qui peut ressembler à celui de l'ULM. Et surtout, nos voix. Parce qu'en vol, on les appelle en permanence et les oiseaux reconnaissent très très bien. Ils font parfaitement la différence entre toutes les personnes, si on vole avec différentes personnes, au niveau de la voix et les traits du visage également. Alors je crois que pour le tournage de ce film, vous avez utilisé des vrais oies que vous avez dressés, entre guillemets, du début à la fin. Vous avez reproduit le processus pour le film. Je n'aime pas utiliser le terme de dressage, parce qu'on n'impose pas... Pour ça, j'avais mis des guillemets. Je ne trouvais pas un bon terme. Mais... je préfère dire que ce sont ces oiseaux qui m'ont dressé, qui m'ont appris à voler avec eux. Et parce qu'on ne peut rien leur imposer. C'est pas de la fauconnerie ou avec de la nourriture, on peut les inciter à voler avec nous. Non, ces oiseaux nous suivent parce qu'ils nous considèrent comme le parent. Et il n'y a qu'à cette condition qu'on va pouvoir leur indiquer un itinéraire. Alors évidemment, la première fois, les gens sont surpris quand on leur explique ça. Mais c'est pas possible, quoi. Mais j'avais lu très jeune des ouvrages de Konrad Lorenz, et pour moi, c'était quelque chose de possible. Vous avez donc supervisé, j'imagine, toutes les scènes de vol de ce film. Reproduire ça pour le cinéma, là, on voit quelques scènes. C'est, j'imagine, compliqué parce qu'il y a pas mal de contraintes. Énormément de contraintes. Et on volait dans des fjords, en Norvège, avec une aérologie souvent très très compliquée, avec des flotteurs. On avait fait de nous presque toute la migration avec des flotteurs qui ont une prise au vent énorme. Et puis des tas de problèmes, et aussi administratifs, et avec des tas de papiers à remplir. Et les gens qui découvraient qu'on volait en ULM avec tout un équipage d'oiseaux, des animaux, vous imaginez. Alors, vis-à-vis de l'administration, ça n'existe pas. C'est des cases qu'il a fallu créer pour l'administration. Et là, c'est un cheval c'est un parcours du combattant, quoi. Alors, ça se voit pas, toutes les difficultés, on voit que la beauté mais c'est la récompense, c'est le vol avec les oiseaux. Et maintenant, je me dois d'être en tout cas leur porte-parole, parce qu'ils m'ont invité à voler avec eux. Bon, c'est un film qui sera à découvrir sur les écrans à partir du 9 octobre. Vous avez d'autres projets après avec Nicolas Vanier ? Alors, j'ai toujours beaucoup de projets. Je ne sais pas si ce sera encore avec Nicolas Vanier, je pense, mais on attendra de voir si le film a le succès qui, pour l'instant, et lors des avant-premières, est assez pressenti. Voilà. Bon, j'en doute pas. Moi, je l'ai vu et je l'ai regardé avec beaucoup de plaisir. Et puis, vous êtes présent aujourd'hui sur le plateau de Télé-Grenoble parce que vous participez à la Coupe Icare, événement mondial du vol libre. Donc évidemment, vous y avez toute votre place. Vous êtes là-haut sur le plateau de Saint-Hilaire-du-Touvet pendant tout le week-end avec vos oies qui ont fait le déplacement. Oui, absolument. Donc j'ai dû participer 3 ou 4 fois déjà à la Coupe Icare. Et alors le visuel est impressionnant, au-dessus de ce dénivelé de 2000 mètres presque. Et puis c'est la grand-messe incontournable de tous les passionnés du vol. Et c'est un privilège que d'avoir la chance de montrer la beauté du vol de ces oiseaux ici avec moi. Vous ferez des démonstrations samedi et dimanche après-midi ? Oui, en fin d'après-midi. Oui. Le public ne peut si le temps le permet. Ne peut pas embarquer avec vous pour l'occasion ? Non, c'est interdit lors des manifestations aériennes. Bon, vous allez faire des frustrés quand même, vous le savez.
Eh bien, ils viendront avec nous voler dans le Cantal, probablement. Voilà, puisque vous pouvez vous accueillir le grand public chez vous, Voilà, dans les montagnes vols avec les d'Auvergne, oiseaux. pour voler avec les oiseaux. Et là, le terme n'est pas abusif, mais en attendant, samedi et dimanche, vous le verrez certainement, cet ULM particulier avec ces gardes du corps des deux côtés. Ces anges gardiens. Voilà, ces anges gardiens, ouais, c'est plus joli, dans le ciel de Saint-Hilaire du Touvet. Voilà. Est-ce que vous savez lancer une hache, Christian? Ça peut servir des fois quand on Je est sais un voler avec aventurier. les oiseaux, mais je ne sais pas faire voler les haches. Bon, on va apprendre avec Sylvain et Pierre-Henri qui sont des spécialistes du lancer de haches, puisque vous avez ouvert à Grenoble les haches de Grenoble, enfin dans l'agglomération, puisque votre salle se trouve à Échirolles, une salle entièrement dédiée à l'activité de lancer de haches. Comment vous est venue cette drôle d'idée, Pierre-Henri? C'était suite à, on va dire, à un accident de la vie, on va dire une fracture bête à ski, que j'ai eu vent des premières salles ouvertes en France. Et voilà, on s'est dit, mais alors, pourquoi pas nous? Et vous l'avez fait? Voilà, et du coup, après, on va dire tout le parcours du combattant, de la création d'une activité, d'autant plus que c'est une activité encore hors norme. Donc il a fallu convaincre un certain nombre de personnes, trouver des partenaires et un local, ce qui sur l'agglomération n'est pas forcément toujours très très évident. Et voilà, mais avec un peu de pugnacité et un soutien de l'un à l'autre, on a réussi à mettre en place notre structure. Alors la salle est ouverte depuis quelques mois. Sylvain, comment ça se passe concrètement si on veut venir s'initier? Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent cette technique pour l'instant. Eh ben, c'est accessible à tout public, c'est hommes et femmes. C'est pas une question de force, c'est une question de technique, geste sportif, geste technique tout simplement. On accueille les personnes et on leur explique sur 10 minutes le geste technique. On a différentes haches, du plus simple au plus compliqué, et les gens acquièrent assez rapidement le geste et s'amusent assez rapidement. Il n'y a pas de risque de se blesser avec... Nos haches, elles sont émoussées, ça veut dire qu'elles sont plus aiguisées, on émousse la lame, on a une zone de lancer qui est délimitée par une console. Et il y a toujours un risque, mais à ce jour, on ne connaît pas d'accident recensé et notre salle est totalement sécurisée par les grillages. On le voit sur ces images, il y a Voilà. des couloirs bien sécurisés. définis. On vient seul, en groupe, comment ça se... Alors l'idéal, c'est de venir à 3 personnes. Après, on a 6 couloirs, on peut accueillir, quand le local est ouvert au public, jusqu'à 18-20 personnes. Après, on peut privatiser la salle pour les entreprises ou pour des anniversaires ou pour des enterrements de vie de jeunes garçons, jeunes filles. Donc, on peut accueillir jusqu'à 25-30 personnes quand la salle est privatisée. Alors, vous avez amené quelques... Parce que moi, j'ai l'âge de débutant. Vous n'avez pas pris beaucoup de risques en me la confiant. Oui, on a amené des petites haches. Donc, on a 4 ou 5 différentes, on va dire 5 haches qu'on utilise. On a le tomahawk que vous avez là. C'est le tomahawk, c'est la hache d'initiation qui n'est pas trop lourde, qui est simple pour tout le monde pour apprendre le geste. Puis après, on décline vers d'autres haches qui sont plus petites, plus légères, qui ont des lames plus lourdes, qui sont plus épaisses, donc qui sont vraiment pour voir les différences en fait. Ouais. Et chaque personne a son type de hache, a sa préférence. Alors, celle-là, bon, elle est assez classique aussi. Ouais. La hache canadienne, ça. Hache canadienne. Une hachette en fait, parce que toutes nos haches sont petites. Il n'y a pas de hache d'abattage. Oui, on n'a pas besoin d'être c'est pas des haches armoire à glace pour pouvoir c'est pas un lever. concours de bûcheronnage. Et celle-là, elle m'intrigue. Ouais. Ça, c'est une hache qui s'appelle en anglais la Zombie Hunter, la chasseuse de zombies. Elle vient de Chine, elle a été réparée par nos soins. Et voilà, c'est amusant. On peut la planter sur les 2 pointes, donc faire différents jeux, additionner les points. Voilà, c'est pour découvrir autre chose. Bon, c'est habile, c'est moi qui ai récupéré les armes. Maintenant, vous êtes à ma merci. Alors, vous êtes venu avec une des cibles qu'on peut trouver chez vous. Donc, on va tenter... C'est ça, En fait, ça, ce sont les cibles qu'on utilise dans les événements extérieurs. Voilà.
Parce qu'on a cette possibilité de proposer des événements extérieurs pour... Donc on a notre salle qui a 6 couloirs et on a quelques cibles qu'on peut... Quelqu'un qui veut se lancer des haches pour une fête de famille, il vous appelle. Un mariage, un anniversaire. Exactement. Très bien. On va tenter une expérience. Allez, c'est Sylvain qui va se lever, qui va récupérer la hache et voilà, on est dans les conditions de direct, donc j'espère qu'il va réussir. Sylvain, c'est la première fois à la Télé Grenoble qu'on a lancé de hache en direct. Hein. En direct. Attention. En arrière. Hop là. Voilà. Normalement, elle doit se planter. C'était plus probant. Je peux refaire un essai. On va refaire la tentative. Allez, nous, on est des perfectionnistes. C'est ça. Bravo. Bon ben voilà. Ah oui, à la télévision, c'est pas facile de réussir C'est la pression médiatique. du premier coup. Est-ce qu'il y a des compétitions de hache? Il y a une fédération. Donc il y a des compétitions, c'est on va dire jumelé avec le lancer de couteau. Après nous, on n'a pas encore mis en place dans un certain nombre de salles en France, ils font des petits tournois. Et là, à partir certainement du mois prochain, on devrait faire un tournoi par mois à peu près, un truc comme ça. Alors, si vous faites des compétitions, je vous conseille d'inviter Geronimo. Je ne sais pas si vous le connaissez, Geronimo. Saint-Pierre d'Alvar. Voilà, Christian Buttarello, c'est son vrai nom. Son surnom, c'est Geronimo. 5 fois champion d'Europe, 12 fois champion de France, l'Isérois, qui habite à Saint-Pierre-d'Alvar, qui est une référence mondiale, on peut le dire, dans le lancer de hache. Il n'est pas encore venu faire un petit tour chez vous, non? Non, Pas encore. mais... Bon, faut l'inviter, je crois qu'il a son équipement perso, lui, mais... Ah ouais, là. Voilà, il faut lui faire confiance aussi. Ça, c'était un de nos journalistes de l'époque qui avait, on peut dire, risqué sa vie pour tester la fiabilité, la précision du lancer de hache de Christian. Si on vient chez vous, combien ça coûte une session Alors, c'est un couloir pour 1 heure. Ça fait 42 € pour 3 personnes, c'est-à-dire 14 € par personne. Avec le matériel, les conseils voilà, et ça. la mise en route. Après, on fait bar, on a des produits locaux bio, des bières du coin. On propose des petits plateaux tartinades et saucissons Saint-Marcelin aussi pour se mettre quelque chose sous la dent quand on a faim, quand on lance des haches. Les haches de Grenoble, ça se trouve à côté du pâté Échirol, puisqu'on parlait de cinéma, hein, rue Normandie, Niemen. Effectivement, il vaut mieux passer à l'apéro après avoir lancé les haches. On peut tout à fait boire une bière pendant le lancer de hache, il n'y a pas de souci. Une seule alors. Voilà. Allez, merci. On reste tous ensemble avec nos armes pour la carte blanche de cette émission. Et on accueille en musique, puisque c'est maintenant la tradition, on peut le dire, Charlotte qui nous rejoint. C'est une sorte de coup de cœur tous les jours d'un des journalistes de la rédaction. Et là, j'ai reconnu Bébé, c'est ça, hein? Exactement. Alors tu vas te demander pourquoi cette musique. Parce qu'elle lançait des haches, non, elle, à l'époque, non? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est parce qu'à la mer, il y a certes des coquillages et des crustacés, mais pas que, tu me diras. Et les poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre encore? Des baleines, des nudistes. Aussi, mais... On trouve aussi des algues. Alors t'inquiète pas pour ma chronique, je ne suis pas partie en bord de mer, même si ça n'aurait pas été de refus. J'ai juste eu à poser ma caméra dans le Grésivaudan, plus précisément au Touvet, où sous des serres pousse la spiruline. Alors la spiruline, c'est une micro-algue bleu-verte qui pousse dans un climat chaud autour de la ceinture équatoriale. Alors là, pas de souci, même si c'est dans le Grésivaudan, on peut avoir ces températures. Et c'est donc Maxime et Renaud qui se sont lancés dans la production et ont lancé il y a 2 ans la spiruline de Chartreuse. Et j'ai donc pu assister à la récolte. Alors c'est tôt le matin. Une fois que le soleil réchauffe la serre, les conditions climatiques sont optimales pour sa formation. Alors les températures peuvent atteindre 40 à 50 degrés avec des taux d'humidité proches de 100%. Alors dans les 3 bassins de la serre, des roues à aubes permettent de faire circuler la spiruline tout en l'oxygénant. La récolte se fait donc très tôt le matin. Ils arrêtent alors les roues à aubes et à l'aide d'une grande raclette, ils viennent récupérer toute la spiruline, l'emmener dans des pompes pour ensuite la transférer sur une table de récolte. L'eau est ensuite filtrée pour ne laisser place qu'à la spiruline et ensuite c'est au labo qu'est emmenée cette récolte. On voit cette
Pas forcément très appétissante vu comme ça. Pas très reluisant comme ça, mais tu vas voir après de nombreuses étapes, ça va devenir très appétissant. Donc une fois que la spiruline est partie des serres dans l'étape comme tu l'as vu, au labo, avant de la consommer, il y a plusieurs étapes et on va avoir la première étape qui est celle de la presser. Donc on va enlever le maximum d'eau possible pour ne vraiment récupérer que la spiruline. Après cette étape, grosso modo, ça ressemble à une pâte à modeler verdâtre. Et ensuite, on la passe dans un hachoir à saucisse. Alors ils ont personnalisé l'embout pour que ça fasse comme des petits spaghettis. Et ensuite, une fois que la spiruline est sur ces spaghettis, elle passe au séchoir pendant plusieurs heures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on va voir le résultat. Donc, tu vois, ça, c'est une fois que c'est fini. C'est quand même plus appétissant. C'est plus appétissant. C'est quoi l'intérêt de manger de la spiruline? Je connais pas le goût, mais... Eh ben parce que c'est un trésor nutritionnel, figure-toi, même qualifié d'aliment de santé supérieure du 21e siècle. Et oui, alors elle convient aux sportifs comme toi, Thibaut, pour la récupération, ou encore pour les personnes âgées, les végétariens, ou encore les personnes qui ont des anémies. Alors elle est riche en minéraux, notamment le fer. Elle est composée de plusieurs vitamines. Et alors elle peut être consommée de plein de manières, sur un yaourt, une compote, ou encore parsemée sur des plats, des salades. Et alors, cerise sur le gâteau, comme Maxime et Renaud sont super sympas, sur leur site internet, ils proposent des recettes pour incorporer la spiruline. Alors, si vous souhaitez vous en procurer, ils sont disponibles dans pas mal de lieux de vente, alors en magasin bio ou sur les marchés, ou alors vous pouvez directement commander sur leur site internet. Et puis alors, c'est la deuxième année que Maxime et Renaud se lancent dans la spiruline et ils atteignent déjà leur objectif qui est de produire une demi-tonne de spiruline par an. Vous avez déjà goûté de la spiruline, Christian? Oui. Alors, verdict? Eh bien, je ne sais plus trop à quelle occasion. Vous êtes encore vivant, donc c'est déjà une bonne raison. C'est pas désagréable, non, mais... Non, c'est pas désagréable, c'est un petit goût un peu... Alors, on sent un peu l'eau salée parce que ça pousse à la fois dans de l'eau de mer et dans l'eau salée, c'est une combinaison des deux. Et du coup, il y a ce petit goût d'eau salée, mais c'est vrai que c'est très agréable. Je pense croquant sur une petite salade, ça doit être très bien. Eh ben, à découvrir. Et puis c'est bon pour la santé. Et puis c'est de chez nous, la spiruline de Chartreuse. C'est au Touvet, à quelques kilomètres de la Coupe Icare qui se déroule, elle, à Saint-Hilaire-du-Touvet notamment. Combien ça coûte Il me semble que les 100 grammes, c'est 15 €. Et alors, sachant qu'on ne peut pas consommer plus de 3 grammes par jour. C'est la recommandation. 15 € les 100 grammes, c'est un peu moins cher que la hache, ou que le hache plutôt. Bref, on va s'arrêter là pour cette émission. Merci en tout cas d'être venus tous les quatre sur ce plateau. Et puis, si vous voyez des oies passer dans le ciel ce week-end de Saint-Hilaire-du-Touvet, vous ferez un petit coucou à Christian Moulec. Merci en tout cas, et puis on se retrouve nous très vite pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.